Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Mathieu Ricard. Il vient de publier avec Christophe André et Alexandre Jolien À nous la liberté aux éditions L'Iconoclaste. Et un autre ouvrage, Le vagabond de l'éveil, la vie et les enseignements de Patrul Rinpoché. Mathieu Ricard, merci d'être avec nous. Bonjour. Un plaisir. Dans cette actualité lourde, chargée, j'ai voulu prendre un peu de hauteur avec vous ce matin. C'est gentil. Vous publiez une conversation passionnante à trois sur le thème de la liberté. Ça vous fait quoi déjà de revenir en France ? À chaque fois que vous venez en France, est-ce que vous sentez ce qui se passe ? Est-ce que vous avez comme ça une résonance sociale de l'évolution du quotidien des Français ? Certes, mais en même temps, si vous voulez, je vois, on est tous des êtres humains fondamentalement, certains qui aiment coopérer, d'autres être en compétition. Donc, les mécanismes fondamentaux de l'esprit humain sont les mêmes partout. Donc, Occident, Orient, etc., c'est un petit peu superflu. Donc, j'essaie d'aller au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on peut un peu s'épanouir dans l'existence et se mettre plus au service des autres ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas influencé par ce qu'on voit, nous, quotidiennement, sur les chaînes d'infos, les manifestations du samedi, les 4 mois de crise, la colère des Français. Quand vous arrivez et que vous découvrez une autre réalité dans l'actualité, vous restez toujours stoïque ? Stoïque, si vous voulez, on est concerné forcément, à moins d'être complètement indifférent. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène d'injustice sociale, qu'il y a des gens qui sont négligés. Mais en même temps, quand on vient, on est quand même aussi émerveillé. Quand je vois ma mère de 95 ans que j'emmène au CHU de Périgueux avec une petite carte verte, elle a été soignée gratuitement pendant une semaine. La sécurité sociale. Oui, vous allez en Inde ou au Népal, si vous n'avez pas d'argent à déposer avant de rentrer à l'hôpital, vous mourrez à la porte. Je veux dire, c'est quand même formidable. Malgré tout, de la façon, il y a quand même l'État-providence, c'est quand même une merveille. On parlait de l'injustice sociale et de la colère. Vous essayez justement de mettre la colère de côté en explorant l'esprit et à nous poussant à être dans une démarche introspective. Dans cet ouvrage, À nous la liberté, avec Alexandre Jolien et Christophe André, Mathieu Ricard, vous nous dites que si on veut aspirer à être un homme libre, il faut commencer par l'être intérieurement. Ben oui, parce que si vous êtes constamment sous l'emprise de la haine, du ressentiment, de l'avidité, de l'obsession, de la jalousie, vos paroles et vos actions vont être plus destructrices que constructrices. Vous allez aller davantage vers la confrontation que vers la coopération et la solidarité. Donc votre état intérieur n'est pas seulement confiné à votre monde intérieur, mais va se traduire à chaque instant par la manière dont vous vous reliez aux autres et vous agissez dans le monde. Mais vous avez eu la force de quitter justement les choses un peu plus prosaïques du monde et de porter l'habit du moine bouddhiste que vous êtes, d'aller vivre dans l'Himalaya. Mais ceux qui sont aujourd'hui, qui nous écoutent dans leur quotidien, qui emmènent en ce moment leurs gamins à l'école, qui sont dans les embouteillages, ne savent pas s'ils vont glisser avec la voiture à cause de la neige, comment est-ce qu'ils peuvent être concernés et touchés par ce travail intérieur ? Si vous voulez, quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, notre état intérieur va changer considérablement les choses. On voit des gens qui fulminent du matin au soir contre le monde extérieur, d'autres qui gardent une certaine joie de vivre, qui manifestent des actes de bienveillance. On peut manifester de la solidarité, on peut coopérer, de l'entraide, ça existe, même dans les circonstances difficiles, plus encore dans les circonstances difficiles. On peut aider les autres ou brûler les voitures des copains, il y a différents comportements. Et moi, personnellement, j'ai l'air d'être détaché des choses, mais en même temps, en Orient, au travers de Karuna Seychelles, l'organisation que j'ai fondée, nous aidons 200 000 personnes par an dans le monde de la santé, de l'éducation, des services sociaux. Donc, il faut mettre aussi la main à la pâte. Il faut être aussi chacun dans sa réalité. Et lorsqu'on dit on ne peut pas tout changer, c'est trop tard pour moi, je suis arrivé au milieu de ma vie, vous répondez quoi ? J'ai toujours temps de changer. Chaque jour est un point de départ. Et comme disait mon ami Yann Arthus Bertrand, il est trop tard pour être pessimiste. Vous êtes photographe aussi, Yann Arthus Bertrand, humaniste et photographe. Vous parliez des réseaux sociaux dans cet ouvrage et notamment du narcissisme, de l'égocentrisme du 21e siècle où finalement tout le monde veut être dans le cadre, tout le monde se prend en photo, tout le monde choisit un bon profil, mais il oublie juste qui il est. Si vous avez soi-disant 5000 amis sur Facebook, c'est pas des amis, quoi. C'est la fenêtre de narcissisme. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? J'en sais rien, mais c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai jamais été sur Facebook, j'irai jamais. Mais si vous voulez, c'est pas une vraie conversation. Et c'est sûr qu'on fait une expérience, on allait passer les gens 10 minutes à mettre à jour leur Facebook ou 10 minutes à chercher des lieux sur Google Maps. Et on a mesuré l'échelle du narcissisme après. Sans surprise, après avoir passé 15 minutes à mettre à jour leur page Facebook, ils étaient beaucoup plus hauts sur l'échelle du narcissisme. Donc la conversation dont on a besoin, c'est une dialectique, c'est un échange philosophique, quand on converse avec quelqu'un, c'est son visage, c'est ses émotions, c'est ses expressions faciales, c'est le ton de sa voix, la posture, son regard. Tout ça, évidemment, disparaît dans ces échanges abstraits
au travers de ces échanges virtuels. Vous êtes donc très actif sur le plan associatif, sur le plan de la santé en Himalaya, mais pas seulement. C'est-à-dire que vous publiez combien d'ouvrages par an? Un minimum. Là, vous avez travaillé pendant 30 ans sur ce livre qui recueille des témoignages et anecdotes du Tibet, où vous avez vécu en tant qu'ermite errant. Lui était un ermite errant. Moi, j'ai passé 5 ans en retraite solitaire aussi dans un ermitage, mais ce personnage extraordinaire... Patrul Rinpoche. Donc, j'ai recueilli des anecdotes. Il était au 19e siècle, et c'est vraiment une source d'inspiration, de fraîcheur dans ce monde tellement matérialiste. Et on peut voir qu'il y a une autre manière de vivre, et en même temps une immense compassion vis-à-vis de ceux à qui il enseignait. Je vais vous poser une dernière question, Mathieu Ricard. Bien sûr. J'ai jamais osé vous la poser. Alors, allez-y. Vous n'avez pas froid? Là, je crâne parce qu'en fait, quand je suis dans mon ermitage à 2000 mètres sans chauffage, je mets une petite cape quand même. Parce que j'explique à nos auditeurs que vous êtes effectivement de votre tunique, je ne sais pas comment s'appelle l'habit. Oui, c'est un nom en tibétain, mais enfin ça. Mais on apprend à vivre avec juste au Tibet, moins 25 sans chauffage, l'hiver quand même. Bon, je ne sais pas toujours. Je vous dis, je mets une cape quand même, ou un bonnet quand il fait moins 10. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Votre ouvrage « À nous, la liberté, conversation » à 3 avec Alexandre Jolien et Christophe André aux éditions L'Iconoclaste à la réédition. Et puis l'autre ouvrage, Le Vagabond de l'éveil. Merci d'être passé, de nous avoir proposé une autre façon de voir le monde ce matin en direct.